Bonjour, mon nom c'est Mahomer, je suis professeur agrégé à la faculté de médecine de Sousse et j'exerce au service de médecine de travail et de pathologie professionnelle du CHU Farhat Hachet de Sousse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux éléments différents, une petite introduction sur les approches ergonomiques, mais aussi les horaires de travail et l'effet de certains horaires atypiques sur la santé des travailleurs. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que le médecin de travail doit avoir une bonne connaissance des lieux de travail. C'est-à-dire, il doit connaître les produits que les travailleurs utilisent, les postes de travail que les travailleurs occupent, mais aussi les horaires de travail qu'ils vont occuper. Cela va l'aider à protéger la santé et la sécurité des employés par, entre autres, certaines connaissances ergonomiques. Le travail en lui-même, il va exposer ses employés à des contraintes d'ordre physique, d'ordre psychosocial et d'ordre organisationnel. Parmi ces contraintes organisationnelles, on cite les horaires atypiques, comme par exemple le travail de nuit, et ses possibles effets sur la santé. D'où provient le terme ergonomie? Le terme ergonomie provient du grec ergon, c'est-à-dire travail, et nomos, c'est-à-dire loi. Donc l'ergonomie, c'est les lois du travail. Et sur le plan scientifique, l'ergonomie, c'est la conjonction ou l'ensemble de compétences diverses qui visent à améliorer les relations de l'homme et du travail dans une optique d'adaptation du travail à l'homme, et jamais d'adapter l'homme au travail. Pour arriver à cet objectif, l'ergonomie comporte deux aspects différents, soit une ergonomie de conception, c'est-à-dire projeter la place de l'homme au travail dès la conception du poste de travail ou de l'outil de travail, et l'ergonomie de correction, qui va tenter de repérer et de réparer les dysfonctionnements, c'est-à-dire intervenir une fois l'outil de travail ou le poste de travail créé ou conçu. Bien sûr, l'ergonomie de conception est de loin meilleure parce que son coût est moindre, mais aussi parce qu'elle pourra atteindre les objectifs beaucoup plus facilement. L'ergonomie est caractérisée par sa pluri- ou interdisciplinarité, c'est-à-dire l'activité commune de plusieurs disciplines, par exemple les ingénieurs, les ergonomes, les psychologues, les médecins de travail, mais aussi elle est caractérisée par sa globalité, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur un seul aspect du poste de travail, mais on doit intervenir en même temps sur l'ensemble des aspects. Par exemple, un poste de travail qui nécessite une intervention ergonomique, il va être soumis à une intervention sur la conception du poste, sur le bruit, sur l'éclairage, sur la température, et donc c'est une intervention globale. La troisième caractéristique de l'ergonomie, c'est la participation, c'est-à-dire que l'ergonomie n'est pas que l'affaire du médecin de travail, de l'ergonome ou de l'expert en général, mais aussi c'est la participation de l'employé lui-même qui va être capitale. Pourquoi avoir cette approche ergonomique? C'est pour assurer le confort et le bien-être des travailleurs, leur santé et leur sécurité, et lorsqu'un travailleur est confortable, lorsqu'il a un état de bien-être satisfaisant, et lorsque sa santé et sa sécurité sont assurées, il va être un travailleur, bien sûr, beaucoup plus performant et productif, et donc c'est un argument aussi majeur pour convaincre les employeurs d'avoir une approche ergonomique dans l'entreprise. La deuxième partie du cours porte sur les horaires de travail et leurs effets sur la santé. On commence par un petit rappel des cycles des systèmes vivants. Tout système vivant a une activité cyclique et ces cycles peuvent être de différents types. Par exemple, un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme qui dure à peu près 24 heures. L'exemple typique, c'est celui de la température rectale. Un deuxième type de rythme, c'est le rythme ultradien, c'est-à-dire un rythme court qui dure moins de 24 heures, comme les cycles du sommeil. Vous savez qu'un cycle du sommeil dure à peu près 1h30 et qu'il comporte plusieurs types de sommeil, un sommeil lent, un sommeil profond, un sommeil paradoxal, et l'ensemble de ces rythmes vont durer beaucoup moins que 24 heures, et donc ce sont des rythmes ultradiens. Le troisième type de rythme, c'est le rythme infradien, c'est-à-dire un rythme lent qui dépasse un jour, qui dépasse les 24 heures.
par exemple le cycle menstruel qui dure plusieurs jours, jusqu'à 28 jours, et donc c'est l'exemple typique d'un rythme infradien. Ces différents cycles ou ces différents rythmes peuvent être modifiés par des synchroniseurs. Qu'est-ce qu'un synchroniseur? C'est un facteur qui varie cycliquement à la surface de la Terre, comme la lumière, comme la température, comme le bruit, et qui vont imposer leur périodicité, leur période, au rythme physiologique d'un organisme exposé. Donc lorsqu'on s'habitue à une variation de la lumière, une variation par exemple de la lumière du soleil sur la surface de la Terre, on va avoir une adaptation du cycle veille-sommeil. L'astreinte horaire, lorsqu'on travaille donc selon un rythme ou un horaire de travail atypique, c'est un synchroniseur puissant. Ça peut entraîner un chamboulement de notre sécrétion hormonale, comme par exemple la sécrétion du cortisol. Si on s'adapte à travailler à 4 heures du matin, donc se réveiller à 3 heures du matin, notre pic de cortisol va être émis à 2 heures du matin, donc 1 heure ou 30 minutes avant le réveil. C'est différent par rapport à celui qu'on avait lorsqu'on se réveillait normalement à 7 heures du matin et que notre pic de cortisol se faisait entre 6 heures et 6h30. Donc vous savez tous que le cortisol va être sécrété 1 heure à 30 minutes avant le réveil pour nous préparer à l'activité physique. Les horaires de travail peuvent être soit des horaires normaux, c'est-à-dire un travail de jour classique, soit des travaux postés, et donc travailler en équipe successive au même poste de travail, et enfin soit des horaires aléatoires, c'est-à-dire sans horaires définis, comme par exemple lors des activités de transport où on subit des brutalités de déplacement importants, transport par avion, transport par bateau qui sont très lents. Et l'exemple qui est le plus marquant, c'est celui des déplacements transméridiens rapides. Lorsqu'on fait des voyages aériens, c'est ce qu'on appelle classiquement le décalage horaire, et donc ces effets aussi sur notre cycle veille-sommeil, et on se trouve décalé lorsqu'on arrive à notre destination. Le travail posté comporte plusieurs types, soit deux équipes de 8 heures qui vont se succéder, soit un travail en semi-continu, c'est-à-dire l'entreprise est ouverte 24 heures sur 24 heures, avec conservation du dimanche comme repos hebdomadaire, et donc on aura 3 équipes qui vont se succéder sans travailler le dimanche. Ça peut être soit des rotations hebdomadaires, donc 3 fois 8 à rotation hebdomadaire. Les 3 équipes vont se succéder, mais ne vont changer de rythme que une fois par semaine. Donc une équipe va travailler le matin toute la semaine, une équipe l'après-midi toute la semaine, une équipe le soir toute la semaine, puis ils vont inverser la semaine d'après. Soit 3 fois 8 à rotation rapide, c'est-à-dire ce changement d'horaire des équipes va se faire non pas toutes les semaines, mais tous les 2 ou 4 jours. Le troisième type de travail posté, c'est le travail en continu, c'est-à-dire l'entreprise est toujours ouverte, même le dimanche, donc 24 heures sur 24 heures, et on aura là une 4e équipe de repos, c'est-à-dire ce ne sont plus 3 équipes qui vont se succéder, ce sont 4 équipes qui vont faire des rotations, de sorte à assurer l'activité de l'entreprise même le dimanche. Un travailleur posté, c'est un travailleur qui est écartelé entre 2 synchroniseurs. Celui de la société, donc de l'activité sociale et familiale, et celui du travail, donc les horaires atypiques auxquels il est exposé. On dit souvent que le travail de nuit, c'est un monde à l'envers, puisqu'on va travailler en période de désactivation. On doit travailler lorsqu'on est supposé être au repos, et on doit se reposer le moment durant lequel on devrait travailler. Et donc on va se fatiguer davantage, et on va connaître souvent un trou de 2 heures à 3 heures du matin, où on va voir les accidents de travail les plus graves chez les travailleurs postés. Dormir en période d'activation, c'est un sommeil sans pouvoir de purge sur notre fatigue, et donc on ne récupère pas bien lorsqu'on dort le matin ou lorsqu'on dort en période d'activation. Un travailleur donc posté peut être exposé aussi à la surfatigue physique et mentale. On se fatigue beaucoup plus sur le plan physique et mental. Il peut avoir des problèmes de somnolence et donc une baisse de la vigilance et un risque accru d'accident de travail, ou lorsqu'il va rentrer chez lui, il est exposé à plus de risques d'accident de la voie publique. Le travailleur posté peut avoir des troubles physiques à type de troubles digestifs. Il y a un tableau typique qu'on appelle la dyspepsie du travail alterné,
puisque le décalage des horaires de repas va entraîner aussi des erreurs alimentaires. Et donc lorsqu'on travaille la nuit, on voit que le travailleur, il va grignoter tout le temps, il va manger beaucoup de produits sucrés, et donc des glucides. S'il est fumeur, il va fumer beaucoup plus. Parfois, il y a même des consommations d'alcool sur le lieu de travail pour rester éveillé, pour rester debout. Et donc on aura un risque accru d'ulcère. Deuxième type d'effet possible, c'est les troubles neuropsychiatriques. On pourra avoir des décompensations de psychose vraies, ou aussi l'apparition de névroses telles que des dépressions, de l'anxiété suite à l'activité, surtout de nuit. On a pu aussi observer des manifestations cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, les cardiopathies ischémiques qui sont beaucoup plus fréquents chez les travailleurs de nuit, et l'ensemble des troubles nutritionnels et métaboliques qui ont pu être observés sont à type d'obésité, de dyslipidémie et même de diabète type 2, secondaire à l'activité de nuit. Certains troubles sont spécifiques à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle a des particularités hormonales, elle a des fonctions reproductives propres à elle et un rôle familial aussi important. Et donc, on aura, suite au travail posté, des troubles du cycle menstruel et une dysménorrhée, une augmentation de la fréquence des avortements, des accouchements prématurés, des hypertrophies et des retards de croissance intra-utérine. Mais aussi, il y a une fréquence élevée chez les travailleuses de nuit de cancer du sein. Et actuellement, c'est un élément qui est de plus en plus reconnu sur le plan scientifique. Le travail de nuit, c'est un facteur important de cancer du sein chez la femme. On peut aussi avoir d'autres types de cancers, tels que le cancer colorectal et aussi le cancer de la prostate, c'est-à-dire l'ensemble des recherches scientifiques actuelles démontre que le travail de nuit, c'est un facteur de risque aussi indépendant de l'ensemble de ces cancers. En dernier lieu, on peut avoir des effets psychosociaux. On va avoir sûrement des répercussions familiales, par exemple les difficultés de la vie domestique, et ça va influencer notre équilibre psychique et notre stabilité du foyer. On va avoir un rythme qui est opposé à celui de notre famille. On est là lorsqu'ils sont en activité professionnelle, et on va travailler lorsqu'ils sont à domicile, et donc on a un rythme qui n'est pas concordant avec celui du reste de la famille, et donc on peut avoir des répercussions familiales. On pourra aussi bien sûr avoir des répercussions sociales puisqu'on sera coupé de la société. On va être replié sur soi, on va négliger des activités d'ordre collectif, et donc petit à petit on va être coupé de notre entourage d'amis par exemple, ou entourage familial plus large. Enfin, les répercussions peuvent être aussi d'ordre professionnel, puisque les travailleurs à horaire atypique ou les travailleurs de nuit vont avoir des difficultés d'évolution professionnelle, un risque aussi plus important d'accident de travail, un absentéisme beaucoup plus fréquent, et lorsque l'ensemble de ces répercussions vont se rejoindre, on aura un travailleur qui aura une baisse de la qualité de ses services. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que cette capsule vidéo doit être complétée par la lecture du texte dans sa version PDF, et je reste bien sûr à votre disposition pour toute clarification.